Bonjour, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Softken TV. Le 4 mai dernier à Toronto, il y a eu des élections pour élire ceux qui vont diriger l'association Cocotte pour les 2 années à venir. Et nous avons invité pour vous monsieur Freddy Kabongo et Jean-Paul Ilikaï qui ont été élus à cette occasion. Bonjour messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Notre première question pour vous, c'est de savoir comment s'était passée la soirée des élections. Oui, Monsieur Kezani, merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez de nous présenter au peuple congolais, à la diaspora congolaise de la grande région de Toronto, pour parler des événements post-électoraux. Et nous profitons d'abord de l'occasion pour vous dire merci et dire merci à toute la communauté pour l'afflux auquel on a assisté le 4 mai pour ces élections mémorables. Les élections se sont très bien passées dans un esprit de famille, dans un esprit de paix, un esprit de joie. Il était important pour les Congolais de se doter d'un nouveau comité à la fin du mandat du comité précédent. Alors, les images ont parlé pour elles-mêmes. Vous étiez d'abord là, la maison Softken était là, la maison Télé 24 était là. Les images ont été diffusées à travers le monde. Ça s'est passé, comme je le dis, dans la convivialité, dans le respect des uns et des autres. Et Dieu merci, la démocratie a prévalu. Et on ne le dira pas assez, cette communauté appartient aux Congolais. Et les Congolais ont fait entendre leur voix. Les Congolais ont porté leur choix vers certaines personnes qu'ils ont pensé, trouvé convenable pour les circonstances et justement diriger cette communauté. En tout cas, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire à ce propos. Je vais donner le micro à mon vice-président, M. Edikaï, qui pourra peut-être renchérir dans le même cadre. S'il y a quelque chose à ajouter, il le fera certainement. Merci beaucoup. Certainement, je ne peux pas encore vous remercier parce que les présidents viennent de le faire. Mais quand les questions de parler de l'ambiance des élections, moi j'ai été tout ému de voir les papas, les mamans et les jeunes se déplacer pour voter. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment la communauté, qui ont les soucis de faire marcher cette communauté. Donc on ne peut pas faire beaucoup de commentaires là-dessus parce qu'il y a des images. S'il y a question de voir, vous n'allez qu'à voir les images. En bref, tout a été bien passé. Merci beaucoup. Ok. Nous avons remarqué, nous de la média, qu'il y a eu au comptage, c'était 500 votants. Que pensez-vous de l'engagement des Congolais de la grande région métropolitaine de Toronto sur la cocotte? Oui, ça c'est une question très pertinente. Je remets ça dans le contexte du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Hein. C'est une question de perception. Nous avons fonctionné dans cette ville pendant 17 ans à peu près sans qu'il y ait de structure fiable, viable qui représentait les Congolais. Que 500 personnes soient venues voter ou qu'il y en ait eu 100 seulement qui soient venus voter, je me dis, mais c'est quelque chose, c'est un petit pas vers l'avant. C'est un petit pas. On capitalise sur ce qu'on a, on construit sur du solide. Et on se dit, ceux qui regardent de loin, ils comprendront. Dieu merci, si un jour ils veulent, ils suivront. Mais n'oubliez pas une chose, cette communauté souffre d'un problème très sérieux, le déficit de confiance. Le déficit de confiance qui fait que, avec tout ce qu'on a vécu dans les années antérieures, nous portons encore ce fardeau-là sur nous. C'est des bévues, des tares qui ont été commises par nos prédécesseurs. Et puis, il y a un peu l'aventure dans laquelle nous sommes lancés sur le point purement individuel, où on a décidé qu'on pouvait servir de la communauté congolaise comme un tremplin pour des intérêts mesquins. Et tout ça, il faut le rebâtir. Il faut le rebâtir. Mais lorsque vous voyez 300 Congolais qui sortent un samedi, en plein printemps, belle journée, ces gens qui viennent s'asseoir de 13 h jusqu'à 21 h, parce qu'ils ont considéré que l'élection de la cocotte est très importante pour eux, est-ce qu'on ne devrait pas remercier ces Congolais? Est-ce qu'on ne devrait pas les féliciter? Donc moi je me dis, c'est un gain pour nous tous. Il n'y a pas de soirée qui s'organise, il n'y a pas d'événement qui s'organise dans cette ville où vous retrouvez 300, 400, 500 personnes. Non. Que la cocotte soit capable de faire sortir 500 personnes pour un vote. Nous parlons des votants, il y a un certain nombre, mais il y a des jeunes
qui n'ont pas 16 ans, qui n'ont pas 18 ans, qui ne votaient pas, mais qui sont venus juste pour assister aux élections. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est justement sur ce genre de choses-là que nous devons capitaliser pour amener cette communauté un peu plus loin. Merci. Alors, monsieur le vice-président, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question? Oui, je crois que le président a presque tout dit, mais je voulais ajouter une chose. Nous sommes la communauté congolaise, la grande région de Toronto. Il y a des Congolais à Mississauga, il y a des Congolais à Ajax, il y a des Congolais à Whitby, il y a des Congolais à Oshawa, et il y a des Congolais un peu partout. Il faut se poser cette question. Nous ne sommes qu'au début et nous sommes au début des organisations. Vraiment, il était question d'organiser les élections même à Mississauga. S'il y avait des élections à Mississauga, il y avait des urnes à Mississauga, il y avait des urnes à Oshawa et à Whitby, on n'aurait pas parlé de 300 personnes. Les gens allaient être plus de 300 personnes. Parce que un samedi, vous ne pouvez pas déplacer, par exemple, une maman, une jeune maman, une femme seule à la maison qui a des enfants, vous ne pouvez pas la déplacer de, par exemple, Mississauga pour Toronto, pour seulement voter. Je ne crois pas. On ne peut pas déplacer un papa, par exemple, à Whitby pour venir voter. Il y a eu des cas d'exception, des gens qui aiment vraiment la communauté, qui ont eu la peine de se déplacer, en fait, de venir voter. Là, on félicite. Mais la plupart des gens qui habitent dans des zones lointaines n'ont pas pu venir à cause de la distance. Moi, pour moi, je suis très content de ces chiffres. Parce que je sais que dans les jours à venir, dans les années à venir, s'il est question d'organiser les élections dans cette communauté, on va tenir compte aussi des gens qui habitent loin de Toronto, loin de la ville de Toronto. On va mettre des jeunes partout. Là, on pourra parler des chiffres. Et je suis sûr qu'on peut atteindre même 1000, 2000, 3000. Parce qu'il y a des Congolais, jusqu'à présent, il y a des filles là qui se plaignent jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu voter à cause de la distance. C'est ce que moi je voulais ajouter. Okay, merci. Au fait, quel est le nombre de Congolais dans la grande région métropolitaine de Toronto, à peu près? Oui, c'est ça. Nous sommes en train de travailler actuellement sur un fichier électronique et un fichier physique pour procéder à un recensement. Mais si nous nous en tenons aux derniers chiffres de Statistique Canada, ça c'est le plus récent en fait, hein, parce que les chiffres qui remontaient un peu plus tôt, c'était de 2005 je pense. C'est pas un recensement qui avait été fait sur Toronto, c'était un recensement fait sur l'Ontario, mais calqué sur le modèle du Québec. Mais sauf que le dernier recensement de Statistique Canada de 2011 nous dit qu'il y a 3795 Congolais. Non, il y a 7787, je m'excuse, hein, 7795 Congolais dans la province de l'Ontario. Et dans la grande région de Toronto, il y aurait 3335 Congolais. Mais n'oubliez pas une chose, le recensement du temps des libéraux, en tout cas des temps antérieurs, était quasiment une obligation. Tout le monde devait se recenser, tout le monde devait remplir le formulaire et le retourner, mais avec le gouvernement Harper, ce n'est pas une obligation. C'est facultatif, vous voulez le faire, tant mieux. Vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Donc, ce qui fait que ce ne sont pas des chiffres probants, ce n'est pas des chiffres vrais. On a considéré le nombre de Congolais qui ont réagi face à ce recensement du gouvernement fédéral, mais ce n'est pas tout. Donc nous avons l'obligation nous-mêmes de faire ce recensement-là. Et le recensement tel que nous le faisons, nous voulons le faire, c'est un peu... On voudrait savoir non seulement le nombre des Congolais, mais savoir qu'est-ce que nous faisons, comment nous sommes répartis dans la grande région de Toronto, quel est l'âge des Congolais, ça signifie les tranches d'âge. Ça nous permet d'orienter nos actions, nos activités et tout ce que nous pouvons faire dans la communauté par rapport à tout ce que nous aurons récolté comme données. Donc c'est un peu ça, c'est difficile de dire à ce moment-ci avec précision combien de Congolais il y a dans la grande région de Toronto, mais nous nous y mettons. Le processus de recensement commencera incessamment le temps qu'on finisse le fichier électronique et le fichier physique. Et nous demandons, d'ailleurs c'est l'occasion pour en parler maintenant, nous demandons à tout un chacun, s'il vous plaît, inscrivez-vous à ce recensement, c'est pour le bien de nous tous. C'est extrêmement important. On fera certainement une émission là-dessus
pour qu'on en discute un peu plus en profondeur, mais c'est très important, lorsque vous aurez reçu ces fichiers, s'il vous plaît, inscrivez-vous, qu'on sache à peu près comment nous sommes répartis dans la grande région de Toronto, qui nous sommes exactement, notre employabilité, notre niveau d'études, parce qu'on se plaint sur certaines choses sans forcément avoir des données de base. Donc, nous recourons à votre contribution pour que ces recensements soient justement un succès, quoi. Je vais demander à M. Edikaï s'il peut ajouter quelque chose à ce propos. Oui, M. le Président. Nous attendons souvent dire, les gens sont en train de dire que nous sommes 15 000 Congolais, 20 000 Congolais à Toronto. C'est bien. Mais nous avons vraiment besoin de la source d'information. C'est très important. On ne peut pas parler de chiffres sans toutefois parler de la source d'information, parce que nous sommes une communauté et il faut que nous soyons crédibles. Si nous nous présentons devant n'importe quelle organisation, devant les gens du gouvernement, si nous donnons des chiffres, il faut que ces chiffres soient vérifiables. Quand on parle qu'il y a 15 000 Congolais à Toronto, il faut qu'on nous donne aussi la source d'information. Nous faisons recours aux statistiques Canada qui est un outil fiable du gouvernement. Le gouvernement donne les moyens à cette organisation en fait de faire les recensements. Ils ont tous les atouts, l'argent et les moyens pour faire les recensements. Ils ont récolté les chiffres que le président vient de dire, 7795 Congolais en Ontario et 3300, je crois 37 Congolais à Toronto. 35 à Toronto. Merci beaucoup. Si les statistiques Canada arrivent à avoir les chiffres de 3000, moi, étant qu'un intellectuel, s'il est question de vérifier, je ne crois pas que le Congolais à Toronto serait plus de 10 000. Je ne crois pas. Que planifiez-vous par rapport à ce qu'on venait de parler pour engager les Congolais dans cette association, c'est-à-dire la Cocotte, et la politique de la région métropolitaine de Toronto? Vous parlez de la politique en tant que politique. Hein? La participation, est-ce que la participation de Congolais dans la gestion de la ville, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que nous avons... je pense que dans la communauté, à Toronto, la majorité de ceux qui parlent français, ce sont des Congolais, si je me trompe. Non, mais comment est-ce qu'on peut planifier pour utiliser le nombre, n'est-ce pas, des Congolais de Toronto dans la Cocotte, non pas seulement dans la Cocotte, mais dans la ville de Toronto? Oui, si on devait revenir par exemple à l'implication citoyenne, entre guillemets comme on dit, hein, de la communauté congolaise dans le politique à Toronto, j'aimerais quand même spécifier une chose, c'est que au-delà des chiffres que Statistique Canada donne et tout, un fait est vrai que la communauté congolaise dans Toronto constitue le 3e groupe numérique en force, bien entendu, après les Français, les Haïtiens. Donc nous sommes la 3e diaspora francophone, numériquement parlant, dans la grande région de Toronto. Ce n'est pas un petit fait. Ce n'est pas un petit fait. La question que vous posez, M. Félix, est très importante parce que qu'est-ce que nous faisons de cette force-là? Mais comment pouvons-nous penser nous donner une certaine visibilité quelque part si dans tout ce que nous faisons, nous évoluons en ordre dispersé? On ne peut pas. Et c'est là où, justement, notre cri d'alarme sonne. Il faut qu'on se serre les coudes. Qu'on comprenne que cette communauté, elle est la vitrine, non seulement de nous-mêmes, mais elle est aussi la vitrine de notre pays. Dont l'image est ce qu'elle est à travers le monde. Est-ce qu'on ne peut pas, dans un cadre petit comme nous sommes actuellement, faire la différence? Donner de notre pays, de notre peuple, de notre communauté, une image autre que celle que les gens ont voulu toujours nous coller. Et ça, c'est une question de choix de société. C'est une question de choix collectif. Donc, on se dit, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas envisager grand si on n'est pas capable de s'asseoir nous-mêmes, malgré nos différends, malgré nos divergences. Se dire, nous avons une vision commune. Quelle est cette vision commune? C'est faire avancer cette communauté. Et lorsqu'on aura établi ces paramètres justement qui nous permettent de faire avancer cette communauté, on va aller chercher dans nos différences, dans nos divergences, parce qu'on est toujours, c'est de la lumière que jaillit, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Qu'on ne partage pas le même point de vue ne fait pas de nous des ennemis. Non, ça ne fait pas de nous des ennemis. Il peut arriver que sur un point on ne s'entend pas, mais probablement qu'on pourra s'entendre sur un autre. Donc le point fondamental ici, c'est qu'on arrive à fédérer les troupes, comme on dit.
que tout un chacun, au loin ou au près, se dise, ça c'est ma communauté. Et cette communauté, nous la gérons de la façon que nous la gérons parce que nous voulons laisser un héritage à nos enfants. C'est ça le plus important. Le reste, moi je trouve que ça coulera de soi. Ça coulera, il n'y a pas à se faire du mauvais. Lorsqu'on arrivera à se mettre ensemble, la main dans la main, nous partageons les pensées, nous partageons les idées, nous partageons l'idéal, je pense que le reste, il n'y a pas à se poser des questions, tout ira pour le mieux, quoi. C'est ça. Merci. Et monsieur le vice-président, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Alors, nous ne pouvons pas parler de la politique, notre politique, la politique communautaire, sans toutefois parler du gouvernement, de la politique du gouvernement. Vous savez, le gouvernement de l'Ontario a aussi sa politique. Il donne beaucoup d'espace aux communautés qui sont fortes. Nous donnons l'exemple des Chinois. Ils ont de l'espace ici dans la province de l'Ontario. Nous avons des Portugais, nous avons des Italiens et les Indiens. Pourquoi? Parce que ces communautés se sont organisées. Nous, étant que jeune immigration, il faut le reconnaître, nous sommes une jeune immigration de 92 à aujourd'hui. Donc il faut aussi ajouter qu'il y a une léthargie dans la communauté. Il faut que nous cherchions d'abord à nous organiser. Économiquement, nous ne sommes pas forts. Mais démographiquement, nous sommes très forts. Parce que les Congolais, notre communauté est la première communauté francophone à Toronto. Ça veut dire que du point de vue démographique et la langue, nous sommes fortes. Si nous nous organisons, je crois que nous aurons notre espace aussi ici. Et à partir de cet espace, nous pouvons nous faire sentir dans les années à venir. Pour y arriver, cherchons d'abord à nous organiser. Voilà pourquoi nous rappelons toujours aux membres de la communauté de s'intégrer et d'être engagés dans les choses communautaires. C'est très très important. Parce que l'individualisme ne paye pas ici. C'est les collectifs qui payent. C'est ce que moi je voulais dire. Merci. Dans ces cas, quelles sont les raisons de ces désengagements ou désintéressements de la communauté? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui empêche les Congolais de s'adhérer par exemple à la cocotte ou de se mettre comme les autres communautés que vous venez de citer, les Chinois et les autres, dans la gestion par exemple collective de notre ville? Oui, parler de désengagement sous-entendrait les gens qui se sont engagés et puis qui se retirent. Hein. Nous ne sommes pas dans ce processus-là. Ceux qui y viennent, ils viennent. Ceux qui ne sont pas encore venus, ne sont pas encore venus. Mais comme on le disait un peu plus tôt, il faut se rappeler une chose, c'est que cette communauté sort d'une torpeur inouïe. 17 ans à peu près. Depuis la mort de la vieille Azat, il n'y a pas eu de structure fiable, représentative de façon objective des Congolais et des Congolaises de la grande région de Toronto. Mais on a essayé de réfléchir un peu. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de tares. Hein. Il y a eu beaucoup de tares, il y a eu beaucoup de bévues qui ont été commises par l'association sœur, la grande sœur de la cocotte, donc la ZAT. Et tout ça retombe sur nous. Tout ça retombe sur nous et on l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est un peu certains compatriotes qui ont pensé qu'ils pouvaient utiliser la cocotte, la communauté congolaise plutôt comme un tremplin pour des intérêts privés et tout et tout. Et ça, c'est un grand travail. Il faut se battre pour remettre cette confiance justement auprès des Congolais. Mais le plus important, le plus intéressant dans tout ça, c'est que nous avons géré cette communauté pendant 2 ans et on se dit, il ne faut pas toujours voir le verre parce qu'il est à moitié plein. On peut le voir aussi à moitié rempli. Ça signifie que ce qui est fait, ce qui a été fait, mais il y a encore de l'espace pour l'amélioration. Et c'est là où justement je m'en remets toujours, je parle toujours à mes collaborateurs, je dis, c'est à nous du comité, c'est à nous qui dirigeons cette communauté, qui ferons, c'est à nous plutôt de faire que ceux qui avaient perdu confiance dans cette communauté se retractent, qui reviennent dans les bons sentiments, qui récupèrent leur confiance, qui reviennent, parce que la communauté appartient à tout le monde. Mais vous savez, parfois on regarde ce qui se passe chez nous au pays, et je remets un peu ça dans un cliché un peu plus court, je me dis, est-ce que nous sommes différents, nous qui sommes ici au Canada, dans la diaspora en général,
par rapport aux Congolais qui sont chez nous? C'est ça des questions que nous devrions nous poser. Lorsque nous observons nos frères du pays au loin, nous émettons des critiques, nous disons n'importe quoi, mais est-ce qu'on a le temps de se regarder soi-même, se dire, mais est-ce que vraiment ce que moi je fais ici, c'est qui est de mon pays? Comment je peux prétendre aimer mon pays si je ne suis pas capable d'aimer la communauté dans laquelle je vis? Si je ne suis pas capable de m'impliquer activement dans la communauté dans laquelle je vis? Et ça, c'est des questions que chacun devrait se poser, des questions auxquelles chacun répondra par rapport à ses intérêts, par rapport à ses aspirations. Donc, nous, on fait ce qu'on fait, mais on demande à tout un chacun d'y mettre du sien. Donc ça, c'est très important. Merci. Et le vice-président, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, comme le président vient de le dire, on ne peut pas parler de désengagement sans qu'on parle de l'engagement. Pour le moment, nous sommes au niveau de l'engagement. J'aurais souhaité que vous parliez beaucoup plus de la motivation. Les Congolais ne sont pas motivés. Pourquoi ils ne sont pas motivés? Parce que dans les médias sociaux, quand ils regardent ce qui se passe dans les médias sociaux, parce qu'il faut que nous soyons des réalistes, il y a des Congolais partout qui regardent la communauté qui passe, ce qui se passe ce qui se dit dans les médias sociaux. Je donne un exemple, les Congolais qui habitent par exemple à Burlington, ils ne connaissent pas ce qui se passe à Toronto, mais ils peuvent aller à l'internet et voir ce qui se passe par des émissions. Mais s'il y a que des négativités de la communauté, comment ils peuvent s'engager? Mais s'ils voient les gens sont en train d'interpeller les Congolais de venir, les gens interpellent les Congolais de venir dans la communauté, ils leur mentent tout à l'heure montant les biens-fonds de la communauté, je crois qu'il y aura la motivation. Donc il faut travailler beaucoup plus dans ces cadres pour que les Congolais soient beaucoup plus motivés. Je profite de l'occasion pour lancer l'appel à tous nos frères et nos sœurs congolais. Cette communauté vous appartient. Ça ne appartient pas au président Frédéric Kabongo parce qu'il partira, c'est son dernier mandat. Ça ne appartient pas non plus à Jean-Paul Dicaye parce qu'il partira, mais ça appartient à tous les Congolais. Nous travaillons d'une manière bénévole. Merci. Ok. Et cette question est spécifiquement pour le président. Monsieur le Président, comment réagissez-vous à vos critiques qui disent que votre réélection était justifiée par le faible nombre de votants? Oui, je reviens toujours sur le principe du verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a des élections dans ce monde où on a vu 30% de la population est allée voter. Est-ce que ça invalide forcément l'élection? Je ne sais pas. Chacun y répondra à sa façon. Mais comme on dit toujours, la politique de la chaise vide ne paye pas. Il faut se mettre ça en tête. La politique de la chaise vide ne paye pas. Et les 300, les 500 personnes qui sont venues à cette élection sont tout autant congolais que ceux qui ont décidé de ne pas venir. Pourquoi vous considérez que ceux qui sont venus ne sont pas importants? Donc si Freddy est passé comme président, c'est parce qu'il y a un faible nombre. Mais le message a été lancé à tout le monde depuis quoi? Pratiquement 2 mois. Tout le monde savait que les élections se tiendraient. Pourquoi il y en a qui ont décidé de ne pas venir? Est-ce qu'on doit condamner ceux qui sont venus pour vous? En tout cas, c'est une élection, les résultats on les vit. Tout peut se dire, on ne peut pas refuser à quiconque d'émettre son point de vue. Mais on se dit, lorsqu'on organise une élection, on appelle les Congolais. Que tout un chacun qui attend ces messages se présente à l'élection parce que c'est important pour notre communauté. Ceux qui sont venus, est-ce que ce sont les amis de Freddy, entre guillemets, comme une certaine presse veut le faire croire aux gens? Bon, il n'est pas normal qu'Obama, lorsqu'il va se faire élire, qu'il dise aux démocrates de rester à la maison, qu'il appelle les républicains pour l'élection. Ça n'a pas de sens. Mais si les autres candidats considéraient qu'ils avaient aussi des gens qui pouvaient faire venir pour l'élection, ben, ils n'avaient qu'à le faire. Nous disposons des mêmes outils. La cocotte n'a pas utilisé, Kabongo Freddy n'a pas utilisé le site de la cocotte ni la télé cocotte pour une élection, alors que mon frère qui était candidat avec moi à l'élection a toute une chaîne qu'il utilisait comme il voulait. Donc je pense que c'est un faux problème, qu'on ne se rabatte pas sur des choses inutiles. Regardons devant en tant que famille, en tant que communauté, tenons-nous la main dans la main, amenons la paix entre nous. Et ça, je tiens justement à dire félicitations et merci à mon frère Bazangeya qui a posé sa candidature. On s'est parlé longuement après les élections et le monde nous a suivis, le monde a regardé, le monde a appelé pour dire vous avez mis la barre très haut. Vous avez mis la barre très haut. On ne peut pas imaginer qu'une communauté congolaise s'organise de la façon dont vous êtes organisé pour organiser ces élections dans la transparence la plus totale, dans le sérieux, dans le respect, dans l'amour. Chapeau bas. Donc, toute la communauté congolaise, je dis chapeau bas. Pour le reste, bon, la vie continue.
Ok, merci. Cette question est pour vous deux, Monsieur le Président et le Vice-président. Cette question, c'est de... Maintenant que vous êtes réélu, et Monsieur le Vice-président, il est élu pour la première fois, alors, qui planifiez-vous pour le futur des cocottes? Bon, quand vous parlez de plan, je crois qu'il faut parler aussi de projet. Justement. Et quand on parle de projet, on voit des besoins. Je veux parler d'une manière professionnelle. Si vous contactez les professionnels, ils vont vous parler. Quand on parle de projet, on voit des besoins. Dans tout projet, il y a ce qu'on dit étude de besoin. Étude de faisabilité. Dans l'étude de faisabilité, on arrive à déceler des besoins qu'on dit, besoins ressentis et besoins réels. Je vais vous l'expliquer par les exemples, deux exemples. Premier exemple, je vais prendre par exemple les cas des grands projets. On prend la Somalie par exemple, un pays qui est frappé par les déserts. Dans une zone désertique de la Somalie, nous voyons des gens qui souffrent de la malnutrition. Ils ont un besoin ressenti qui est de manger. Si vous leur donnez la nourriture, c'est ce qu'ils ont besoin. Mais quand on fait des projets, on ne fait pas des projets sur les besoins ressentis. On fait les projets sur les besoins réels. Les besoins réels, c'est quoi? C'est leur donner la nourriture qui a de la protéine, en fait d'aider la sous-alimentation. C'est pour cette raison que l'UNICEF, quand ils font des projets, ils orientent la nourriture qui ont la protéine. Ici à Toronto, s'il est question de faire un projet, il faut que nous arrivons à déceler les besoins réels de la communauté. On ne peut pas parler de besoins ressentis. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de projets par-ci par-là qui sont seulement basés sur des besoins ressentis. Je vais aller ici un cas de besoins réels. Le centre francophone, c'est un besoin réel parce que c'est un centre qui est là pour satisfaire les besoins réels de la communauté francophone. Dans ces besoins, vous avez des besoins ressentis. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est malade, il a besoin de se faire soigner. Un besoin ressenti de trouver un médecin, il va aller au centre francophone. Il trouvera un médecin. Quelqu'un qui a un enfant qui a des problèmes de langage, il a besoin que cet enfant soit soigné, il va trouver quelqu'un pour l'aider au centre francophone. Quelqu'un qui a besoin de voir un avocat, c'est un besoin ressenti. Il va aller au centre francophone pour trouver un avocat. Vous voyez qu'un centre qui a un projet qui est basé sur les besoins réels et les besoins réels en question est en train de résoudre beaucoup de besoins ressentis. C'est ce que nous cherchons dans cette communauté. Nous voulons avoir un centre culturel. Et dans les centres culturels, nous allons arriver à résoudre des besoins ressentis de la population congolaise ici à Toronto. C'est ce que nous cherchons. Nous voulons voir grand. Ce n'est pas nous, dans notre mandat, qui arriverons peut-être à avoir un centre culturel. C'est une vision. C'est une vision. Les autres qui nous remplaceront, nous serons là pour les aider. En fait, que ces grands projets soient mis en place. Nous voulons avoir un centre. Nous voulons avoir un chez nous, ici à Toronto, où il y aura des médecins, où il y aura des avocats, il y aura des travailleurs sociaux, il y aura presque tout. C'est ce que nous cherchons à avoir dans cette grande communauté. C'est ce que moi je voulais dire. Merci. Oui, pour enchérir par rapport à ce que M. Edika vient de dire, vous savez, il faut toujours qu'on regarde un peu à gauche et à droite pour voir ce que font les autres. J'ai parlé avec le président d'une association nigériane qui m'avait invité à une soirée festive, je sais pas, il fêtait quelque chose de chez eux, je me rappelle plus très bien. Je lui ai posé la question, mais cet engouement, cet enthousiasme, cette participation, qu'est-ce que vous faites? Le monsieur me regarde, il dit, vous savez Freddy, tous ces gens qui sont venus ici, personne n'est allé les chercher. C'est juste un petit message qu'on envoie et chacun réagit. Parce que ces gens savent que ceci est très important pour eux. Très important pour eux. Donc, lorsque nous faisons des grands projets, nous faisons des grands projets pour qui? Nous les faisons pour une communauté. Mais cette communauté doit se structurer de façon objective, de façon positive, au-delà des divergences, au-delà des différends. Mais comme nous le disons toujours, nous voulons axer notre action sur notre jeunesse. Ça, c'est le point fondamental. On ne peut pas bâtir une communauté forte si nous ne nous occupons pas de notre jeunesse. Et nous occuper de notre jeunesse, c'est instruire, éduquer notre jeunesse. Je répète encore cet exemple. Je suis allé une fois avec ma fille à l'Université de Toronto où elle prend des cours. Je regarde tout autour, je lui dis, mais
je ne vois pas beaucoup de Noirs ici, et puis je ne vois pas de Congolaises. Ma fille dit non, il n'y en a pas, c'est juste les Chinoises qui sont nombreuses ici. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qui fait que nous avons étudié plus que nos parents, et que nos enfants ne sont pas capables d'étudier plus que nous dans ce pays? Ça, ce sont des questions fondamentales qui devraient nous interpeller tous. C'est ce qu'on appelle des choix de société. Qu'on s'assoie ensemble, qu'on discute. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre jeunesse? On appelle ça les incitatifs. Comment pensons-nous organiser, orienter notre action de façon non seulement envoyer les enfants à l'école, mais les garder à l'école, leur inculquer le sens de la compétitivité, le sens de l'excellence. Et nous sommes capables de le faire, imaginez-vous, pour autant qu'on décide vraiment de le faire de bonne foi. Donc en termes de grands projets, M. Edikaï a dit tout, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ajouter à ce propos, mais nous voulons voir grand. Et nous méritons de voir grand parce que notre communauté est une communauté vivante, une communauté efficace, innovatrice. Et il n'y a rien qui nous manque pour réussir, sauf peut-être la bonne volonté. Or, cette bonne volonté, elle est cachée dans le chef de tout un chacun. Il suffit qu'un bon matin on se réveille, qu'on se dise, maintenant je m'y mets de plein pied. Et le reste, mes frères, vous verrez, tout ira de soi. C'est un peu ça ma réponse. Merci. Bien. Planifiez-vous d'utiliser plus efficacement les médias sociaux? Et comment? C'est très important dans le monde actuel d'utiliser les médias sociaux. C'est très important parce que pour le moment, les gens ont facile à capter ce qui se passe dans les médias sociaux que dans d'autres médias. Il est vrai que les gens regardent la télévision, ça c'est vrai. Mais dans les médias sociaux, il y a beaucoup de gens qui restent longtemps là-bas. S'il est question, comme vous voulez le dire, de travailler avec les médias sociaux, nous allons travailler avec ceux qui ont ces désirs-là d'aider la communauté. Entre vous autres, vous avez ces désirs d'aider la communauté. Je crois que vous nous aiderez aussi à faire avancer la communauté. On peut aussi parler de notre frère Bazanguer. On ne peut pas l'oublier. C'est un frère qui est aussi doué dans la technologie. Il a aussi les soucis là de servir la communauté en utilisant aussi son média. On a longtemps parlé avec lui, il a beaucoup d'idées. Bon, je crois arriver à trouver des solutions réelles qui pourront nous aider peut-être à faire propager les messages partout. C'est pas seulement ici à Toronto, au Canada et dans le monde entier. C'est très très important. Entre autres, il y a aussi d'autres médias que nous, étant que communauté, nous n'allons pas utiliser. On ne peut pas prendre tous les médias sociaux parce qu'il y a d'autres médias qui détruisent. Nous allons sélectionner les médias qui aiment la communauté, qui ont l'habitude et l'envie de servir la communauté. C'est avec ce genre de médias que nous allons utiliser pour faire passer nos messages et pour faire venir nos compatriotes qui sont dans les appareils de Toronto afin qu'ils soient informés de ce qui se passe dans notre chère ville. C'est ça. Oui, je dis toujours, nous avons vu, ça c'est l'exemple que je prends, hein, nous avons vu la Tunisie. La Tunisie, la situation politique et sociale de la Tunisie, si elle n'a pas changé du blanc vers le noir, mais à tout le moins elle a changé avec les médias sociaux. Nous sommes à l'ère de la technologie. Je suivais une émission dernièrement, la semaine dernière, je pense mercredi, où on disait les jeunes dans la tranche d'âge, dans la fourchette d'âge de 16 à 34 ans, ils ne sont plus sur la télé traditionnelle. Les jeunes sont sur les médias sociaux. Donc c'est un outil de communication par excellence par les temps qui courent. Et imaginez-vous, il n'y a plus de frontières avec ça. TV5, pour suivre TV5, vous devez être branché, vous devez payer certains frais et tout et tout. Mais la télé, Internet, YouTube, Google, c'est à la portée de tout le monde. Donc c'est un outil sur lequel nous voulons vraiment capitaliser pour l'avancement, pour l'éclosion de notre communauté. Mais comme mon collègue Edikaï vient de le dire, nous sommes ici aujourd'hui en face de la caméra de Softcan. Pourquoi? Parce que la maison Softcan considère que ce que nous faisons est important pour la communauté. Et on ne dit pas ça parce qu'il faut qu'on se fasse caresser dans le sens du poil. Non. Lorsqu'il y a des récriminations, on les fait. Parce que nous savons quand même que ce métier du journalisme a ses contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est peut-être l'objectivité, c'est la neutralité positive et puis le bon sens. Donner l'information telle que vous l'avez. Mais lorsque nous voyons dans certains médias
les gens se mettent debout pour insulter les individus, oubliant même que c'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Vous ne pouvez pas vous exposer en spectacle sur une place publique pour citer nommément les individus et puis les insulter. Mais on se dit, mon Dieu, ces médias sociaux, nos enfants les suivent. Nos enfants les suivent sur une base régulière. Or, nous nous sommes dit que nous voulons pérenniser nos valeurs culturelles. Est-ce que nos valeurs culturelles comprennent la médiocrité, l'insulte facile, la médisance? Non. À ceux qui considèrent que c'est une façon de faire normale, nous disons non, il n'est pas trop tard pour bien faire. Mes amis, changez votre fusil d'épaule. Il y a encore de l'espace pour de l'amélioration. Vous pouvez aider cette communauté à aller de l'avant, juste par votre objectivité, par votre bon sens et surtout par le respect. Parce que c'est l'élément prépondérant dans toute relation humaine. Donc les médias sociaux, certainement qu'on va les utiliser. Nous sommes ici en face de Softken aujourd'hui. Nous avons été avec Moubou, nous serons avec FTR, nous serons avec Télé 24. On considère que c'est des gens qui aident notre communauté à aller de l'avant. On ne peut pas négliger ça et on le fera de gaieté de cœur. Merci. La dernière question pour notre interview d'aujourd'hui, c'est la dernière question que je m'aimerais demander à M. Kabongo. Étiez-vous satisfait de votre mandat passé et surtout de votre équipe que vous aviez? Oui, c'est une très bonne question. Satisfait du mandat passé, je dirais oui. Je dirais oui, pourquoi? Parce que nous avons pris cette communauté sans un seul dollar. Personne ne savait comment on allait enregistrer la cocotte auprès du ministère des services gouvernementaux. Ça nous a pris $342. Personne ne sait d'où l'argent est venu. Nous avons fonctionné avec cette communauté pendant 2 ans, se coupant en 4, avec des sacrifices inimaginables. Nous avons fini ce mandat avec $69 en compte. Il y en a qui ont ri, mais les économistes, les comptables savent que notre compte n'était pas au déficit. Il n'était pas au déficit. Mais pendant que nous parlons de $109 en compte, vous oubliez, nous avons donné pratiquement pour quasiment $1 800, je ne sais pas, 1 500 à peu près, pour les $100 qu'on donne à nos enfants qui finissent le secondaire, qui vont à l'université, la première année. La deuxième année, nous avons donné presque pour 1 300, 1 400 $. Lorsqu'on va dans la location de salle, la location des appareils, le petit snack pour les enfants et tout, les petites calculatrices, donc nous tombons quasiment presque dans les 4 000 $ que la communauté a dépensé pour ses enfants. Et vous me direz qu'on n'a pas bien travaillé. Nous avons sorti une de nos compatriotes qui était incarcérée par le service d'immigration Canada pendant 3 mois et pour laquelle il fallait payer 1 500 $ de caution. À part les 1 500 qu'elle avait elle-même, c'est notre fierté, notre compatriote en liberté aujourd'hui, c'est l'argent qui nous reviendra aussitôt qu'elle aura épousé le processus. Donc, je ne pense pas qu'on a mal travaillé. Concernant l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, je reviens toujours sur le principe du verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Il y a des gens qui ont considéré que non, le comité de Freddy n'a pas bien fonctionné parce que les gens sont partis. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une vice-présidente qui décide d'aller poser la candidature à Kinshasa aux élections législatives. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que le président fasse? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que le président fasse? Nous avons un membre qui vous dit non, j'ai plein de charges familiales, mon épouse attend famille, je suis impliqué dans ceci et impliqué dans cela. Je ne savais pas que cette tâche serait aussi lourde. Je me désiste. Qu'est-ce que vous voulez que le président fasse? Mais on regarde ceux qui sont partis. Personne n'a eu le temps de regarder ceux qui sont restés. Et la preuve est que nous avons fini ce mandat, la tête haute. Le bilan d'activité a été publié, le bilan financier a été publié, et je suis très fier moi-même de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, et je me dis, mon Dieu, si ces gens pouvaient me revenir pour ce mandat-ci, il n'y a rien qui pourrait me satisfaire davantage. Vraiment non. Donc, en fin de compte, il y a de l'espace pour l'amélioration. Ça, c'est certain. Ne pas reconnaître qu'il y a eu des bévues, ne pas reconnaître qu'il y a eu des imperfections serait prétentieux et puis malhonnête. Mais je vous dis, une communauté qui a vécu dans l'anonymat pendant 17 ans, on vous donne 2 ans. Est-ce que c'est en 2 ans? On nous dit que Rome ne s'est pas construit en un jour. Écoutez, nous parlons de Rome. Est-ce que vous voulez que la communauté congolaise se construise en 2 ans? On a fait ce qu'on a pu faire et je remercie les Congolais qui nous ont soutenus matin et soir, jour et nuit, pour
que justement cette communauté ne sombre plus dans la léthargie dans laquelle nous avions pris goût à un certain moment de façon assez désinvolte, de façon un peu, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, l'avenir est radieux et étant un positiviste de nature, je sais que le meilleur reste encore à venir. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire à ce propos. Encore une fois, Monsieur Freddy Kabongo et Jean-Paul Idikaï, nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. À vous tous, fidèles de Softken TV, nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir été nombreux à nous suivre. On espère que ce ne sera pas le dernier, que vous reviendrez sur Softken TV pour suivre vos infos. Merci beaucoup.